On va aller justement sur cette gestion de la crise sanitaire avec notre invité en fait maintenant. Oui, on va parler télétravail et travail sur site et comment va se passer l'avenir. Benoît Serre est avec nous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes vice-président de l'Association nationale des DRH et directeur associé au Boston Consulting. Non, j'ai changé. Mais il a changé. Voilà, c'est ça. Oui, il faut le savoir, c'était il y a 3 semaines. Maintenant, je suis DRH de L'Oréal France. L'Oréal France. Alors, 30% des DRH. C'est parce que vous le valez bien. Oui. 30% des DRH seraient confrontés à des déménagements de salariés, des salariés qui seraient en train de déménager. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que 30% des salariés ont déménagé, quoi. Non. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de salariés. En fait, ce chiffre-là, il est relativement élevé. Oui. Mais c'est beaucoup de gens qui disent, j'ai découvert un autre mode de vie. Est-ce que c'est possible de garder 2 jours de télétravail collés l'un à l'autre, par exemple, pour que je puisse continuer à vivre et je ne viendrai à Paris ou dans une grande ville que 2 jours par semaine ou 2 jours et demi par semaine. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va aller de plus en plus loin. Alors attention, c'est une tendance qui est plutôt réservée à l'encadrement, mais pas forcément, non durablement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les gens qui travaillent, vous allez avoir quelques mouvements. Je pense que dans le temps, vous allez avoir des gens qui vont s'installer et qui après vont chercher un emploi en disant voilà, moi j'habite à 150 km, il faudrait que j'ai 2 jours de télétravail. Donc c'est pour ça que le télétravail va devenir un moyen de concurrence d'emploi. Mais ça veut dire que c'est à la carte. C'est ce qu'ils voudraient. Ouais. Malheureusement, les organisations d'entreprise sont pas totalement adaptées à être totalement à la carte tout le temps, quoi. Mais bon, on y arrive parce que je crois que le télétravail va structurer l'organisation du travail. Et que par conséquent, vous allez vous adapter et faire en sorte que les réunions aient lieu le mardi, mercredi et pas le vendredi. Que vous avez des boîtes qui ont déjà dit, bon, et pas de réunion le vendredi, pas de réunion le lundi. Donc, il va y avoir une évolution de l'organisation du travail et des métiers. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que peut-être un télétravail complet, en fait, à distance, 5 jours, non, probablement pas, sauf dans certains secteurs où c'est jouable, quoi, bien sûr. Oui, vous avez sans doute vu que Google avait annoncé ça à renoncer, Microsoft avait annoncé ça à renoncer, Apple avait annoncé ça à renoncer. On se rend bien compte que le 100% télétravail, peut-être qu'il est possible technologiquement ou techniquement, en fait, il est dévastateur sur la réalité de l'entreprise. Mais 1 ou 2 journées par semaine, pour éviter aussi des transports qui sont longs. On peut le comprendre. Pour certains, c'est 3 heures de perdu par jour dans les transports, que ce soit à Toulouse, à Marseille, à Paris, en Ile-de-France. Nous, la tendance qu'on observe, c'est que près de 70% des DRH disent je vais installer du télétravail et ce sera maximum 2 jours par semaine. C'est la tendance générale. Maximum 2 jours, 2 jours par semaine. Mais ça va changer, même chose, votre façon aussi, vous, d'avoir des relations avec les salariés, les DRH. Parce que quand vous n'avez plus les gens à domicile, si je puis dire, en fait, au bureau, pour faire des réunions, pour les suivre un tout petit peu, non ? Mais ça change pas mal de choses. On le vit depuis 1 an et demi, mais depuis 1 an et demi, on était dans le régime de la contrainte. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu différent. Mais quand ce sera dans le fonctionnement normal, ça change beaucoup de choses. Ça change effectivement dans la manière de manager, ça change pas le rôle, mais la manière de fonctionner des instances représentatives du personnel, des syndicats. Ça change effectivement la manière dont vous animez votre activité, et puis ça change les bureaux, surtout. Bien sûr. Soit en les réduisant, mais c'est pas tellement le plus important, c'est que ça transforme le bureau en un lieu de collaboration, parce que les gens vont pas venir pour s'asseoir derrière un bureau, travailler toute la journée sur l'ordinateur et repartir chez eux. Ça, ils peuvent le faire de chez eux. Donc c'est une réorganisation des métiers qui s'installe. Mais chez le salarié, même chose, pour les gens qui ont l'habitude d'être encadrés toute la journée, d'être tenus par des managers, ça va être difficile aussi, à faire peut-être qu'ils se forment à s'auto-gérer. Oui, vous avez raison, on l'a vu pendant la crise. Vous avez des gens qui ont un caractère qui fait que, comment je vais dire ça, ils s'auto-allument pas le matin, quoi. Ils ont besoin d'être auto-allumés, d'être un petit peu dopés toute la journée ou motivés, d'avoir un cadre, etc. Et donc là, ceux-là ont le plus grande difficulté. Certains, du coup, travaillaient pas. Parce qu'ils étaient un peu perdus, en fait. Et puis d'autres, en fait, déprimaient, parce qu'ils ont besoin. Donc c'est pour ça que les 2 jours, c'est quand même la limite maximum pour justement trouver le bon équilibre entre l'interaction sociale et l'isolement, quoi. Pour ne pas perdre la dynamique. Exactement. Est-ce qu'il ne risque pas, dans certains secteurs, d'y avoir une surenchère ? C'est-à-dire, surenchère, vous restez chez vous, vous travaillez chez vous, mais on vous veut absolument... et qui va changer également dans les recrutements. Vous allez avoir 2 types de surenchère, en fait. Vous allez avoir sur les talents, probablement. La guerre des talents va faire rage, elle fait rage depuis des années, ça s'arrête. En disant le fait que j'ai une entreprise avec télétravail, ça va devenir presque un critère, quoi. Comme avant, on avait un critère sur le nombre de jours de congé ou la qualité de la mutuelle. Donc ça, vous allez avoir ça. Et puis après, vous allez avoir des gens qui vont avoir du mal
à accepter de passer d'un métier non télétravaillable à télétravaillable et de revenir en arrière après. Parce que c'est ça le problème dans les boîtes, c'est que vous n'avez pas que des gens qui peuvent télétravailler, vous avez des tas de gens qui ne peuvent pas. Et là, il va y avoir une distorsion. Et là, disant, pourquoi Jean-Claude, lui... Je vais être très honnête avec vous, je pense comme DRH que c'est le plus gros souci qu'on va avoir. C'est-à-dire la distorsion ou le sentiment d'inéquité de traitement dans l'entreprise. En zone urbaine, c'est vrai que vous l'avez dit, quand vous évitez de prendre le RERC le matin, c'est quand même un avantage certain. Quoi. Et quand vous êtes obligé de venir et que vous avez un chef qui est là, vous devez pointer. Donc il va y avoir une nécessité d'équilibrer au sein de l'entreprise les droits et devoirs de chacun. Est-ce que ça va changer quelque chose en matière de salaire ? Pour le moment, on ne peut pas, pour des raisons légales. Mais le point que vous soulevez, il va interroger la législation du travail. En fait, quand j'évoquais l'idée, par exemple, qu'il y en a ceux qui peuvent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas, on va considérer peut-être que être en télétravail, c'est un avantage. Donc, on doit donner quelque chose, une sorte de compensation à ceux qui ne peuvent pas. Ça peut être en argent, c'est la question du salaire. Ça peut être en temps. Aujourd'hui, vous n'avez pas le droit. Mais vous pouvez très bien dire, ceux qui n'ont un métier non télétravaillable travaillent moins de jours par an, par exemple, que ceux qui sont en télétravail. Ça va être des équilibres à trouver qui ne vont pas être faciles. Oui, et de même qu'il y a des risques sociaux aussi du travail à distance pour ceux qui poursuivent et qui peuvent inconsciemment dire oui, je continue de travailler majoritairement chez moi, mais qui ont peut-être une déconnexion, un risque social. Vous avez deux types de risques sociaux de la personne, c'est-à-dire qu'elle s'isole ou elle a des conditions de vie telles que... Voilà. Et puis vous avez un autre risque qui est qu'en fait elle se détache de l'entreprise et que petit à petit elle ne fait plus vraiment partie du projet collectif et qu'on l'oublie d'une certaine manière. Vous savez, on dit toujours loin des yeux, loin du cœur, ça marche aussi pour le télétravail, ça. C'est-à-dire que quand vous ne voyez pas quelqu'un, vous l'évaluez, vous dites ah oui mais je ne sais pas comment il fonctionne au quotidien, etc. Donc ça interroge, moi je trouve ça super bien d'ailleurs, ça interroge pas mal la fonction de DRH, la fonction de management, ça interroge pas mal ça va être long, ça va pas se faire en 2 mois. Mais je pense que c'est une crise qui va, c'est peut-être une de ses vertus, qui va restructurer partiellement le monde du travail qui avait certains côtés pas terribles. Oui, non mais ça c'est à revoir. Question annexe, mais ce matin on l'évoquait dans la revue de presse, il y a le grand oral pour les bacheliers, c'est nouveau. Alors il y a des conseils de DRH qui disent par exemple aux enfants, donc aux lycéens, garçons et filles, prenez une chemise et un chemisier plutôt. Chemisier pour les filles et chemise. C'est particulièrement important, évidemment, la tenue quand on va devant un recruteur. Comme ça joue. Ah oui, ça joue quand même. Ça joue. Ça dépend. C'est pas systématique. Moi, j'ai des enfants. Mon dernier, je l'ai vu partir en stage en t-shirt. C'est peut-être parce que je suis très âgé, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Bon, il m'a regardé bizarrement quand je lui ai dit de mettre autre chose. Ça dépend dans quelle boîte en même temps. Oui. Mais ça joue quand même. Ça joue un peu l'image que vous projetez. Vous savez, quand vous êtes devant un jury, il y a ce que vous savez, il y a la manière dont vous répondez, il y a le comportement que vous avez, si vous êtes à l'aise, pas à l'aise, vif, pas vif. Mais il y a aussi l'image que vous projetez. Donc ça ne faut pas se mettre en costume cravate, c'est ridicule. Mais bon, il faut éviter d'arriver avec le sentiment qu'on ne respecte pas les gens qu'on a en face d'eux, ce qui n'est pas forcément l'intention. C'est la même chose d'ailleurs quand on va devant un recruteur. Un recruteur, à l'entrée dans la salle, dans la pièce d'un candidat et donc d'un salarié potentiel, il a déjà une vision, une image. Ouais, je vais vous dire. Moi, j'ai quelques années de pratique derrière moi. En fait, c'est pour ça que je doute de toutes les startups qui vous expliquent qu'ils peuvent recruter uniquement par data, qu'on n'a pas besoin de rencontrer les gens. Parce que quand vous recrutez, quand vous avez un peu de bouteille, vous avez une part d'intuition. À la fois dans ce que vous dites, la personne entre, vous ne tirez pas de conclusion. Mais pour en avoir discuté avec pas mal de mes confrères et de mes consoeurs, en fait, au bout de 5-10 minutes, dans 80% des cas, vous savez si ça va le faire ou pas. Parce que vous cherchez, vous avez déjà les infos sur la compétence, que la personne sait faire, son expérience, tout ça. Par contre, ce qui vous intéresse, c'est est-ce que cette personne a le profil, la manière d'être, tout ce que vous voulez, qui va faire qu'elle va bien fonctionner dans la culture de mon entreprise. Et ça, la meilleure data du monde ne va pas répondre à la question. Donc vous le sentez quand même. Donc la présentation et puis les premiers échanges, les 10 premières minutes. Moi, ça m'est arrivé au bout de 10 minutes de me dire je le recruterai jamais, par politesse, vous faites traîner. Alors, de temps en temps, la situation se retourne, mais c'est assez rare. C'est assez rare. Bon, les 3 premières minutes sont importantes. Toujours. Absolument. Toujours. Merci beaucoup. C'était particulièrement passionnant. On y reviendra.